prenez stylo et bloc-notes parce que ça démarre dans un petit instant. On parle de comment accroître justement l'autonomie de votre équipe pour la rendre plus performante. Bonjour Francis, bienvenue encore une fois de plus pour cette aventure. Bonjour Mireille, bonjour Calvino. Bonjour. Hi Capé. Hello Francis. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui nous abordons un thème assez important. Parce que, voyez-vous, dans notre environnement, nous avons très peu d'équipes performantes. Les équipes ont du mal à performer à des niveaux suffisamment élevés parce que justement, il y a des problèmes d'autonomie. Et très souvent, quand je travaille avec des entreprises, que ce soit dans le cadre des team building ou alors des programmes de leadership, c'est un sujet qui revient abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre d'abord ce que c'est que l'autonomie d'une équipe. Exactement. Ensuite, nous allons comprendre quel est le type d'animation qu'un manager peut mettre en place pour pouvoir accroître justement l'autonomie de son équipe, quels en sont les bienfaits et quels sont les comportements pernicieux que les managers devraient arrêter s'ils veulent vraiment construire des équipes autonomes qui vont par la suite devenir des équipes très performantes. Parce que l'objectif en entreprise, c'est d'avoir des équipes assez performantes. Et les managers sont justement partie prenante de ce processus. Il faut donc les outiller afin qu'ils deviennent des leviers de performance de haut niveau. Voilà. On commence déjà par définir le terme autonomie, Francis. Alors, il faut dire d'entrée de jeu que l'autonomie fait partie des qualités d'une équipe hautement performante. Donc, comme quoi, nous parlons de ce sujet en rapport direct avec la performance. Alors, l'autonomie consiste pour une équipe à pouvoir travailler sans beaucoup de supervision. C'est-à-dire une équipe dont les membres, les collaborateurs sont capables de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir innover, de pouvoir rendre compte sans avoir la pression du manager sur eux. Et lorsqu'on parle de prendre les initiatives, ça veut dire que l'équipe connaît à peu près où elle va. Donc l'équipe a déjà une feuille de route. L'équipe ou les collaborateurs qui constituent l'équipe ont chacun des objectifs qui ont déjà été fixés. Et ils adhèrent à ces objectifs parce qu'il y a une différence entre la fixation d'objectifs et l'adhésion à des objectifs. Ce qu'on appelle en anglais buy-in. Alors, lorsqu'on a déjà fixé des objectifs et qu'on a une feuille de route, alors, vous allez voir que dans une équipe autonome, c'est plus facile pour le manager de prendre du recul et de n'apporter son assistance que lorsque cela est requis ou lorsque cela est demandé. Et donc, la première chose qu'on constate chez un manager qui veut accroître l'autonomie de son équipe, c'est de définir une feuille de route assez claire. C'est de pouvoir discuter des objectifs de chaque collaborateur. Parce que l'objectif nous permet de savoir où on va. C'est comme une boussole. Elle nous permet de savoir où on va et elle nous permet de nous déployer en fonction de ce que l'on veut atteindre. Et donc, les équipes performantes sont toujours autonomes. Elles sont presque toujours autonomes parce que c'est une caractéristique. Et le manager qui gère une équipe autonome fait confiance à ses collaborateurs. Donc, il anime une équipe avec un certain degré, un certain niveau de confiance. Et quand vous faites confiance à vos collaborateurs savent qu'ils sont investis de votre confiance et maintenant peuvent travailler un peu plus facilement vers l'atteinte de leurs objectifs. Une fois que la confiance est scellée, une fois qu'elle est renouvelée au quotidien,
les collaborateurs maintenant peuvent prendre des initiatives. C'est-à-dire que le collaborateur, quand il sent qu'ici, il peut prendre une initiative, il n'aura pas forcément besoin de revenir vers son manager afin de demander son accord. Il va le faire, il va simplement rendre compte lors de leur réunion de feedback. Ça veut dire que l'équipe autonome développe des mécanismes de fonctionnement qui permettent au manager de prendre le recul nécessaire. Parce que le manager, souvenez-vous, le manager n'est pas là pour travailler dans l'opérationnel. Le manager est interpellé au niveau de la stratégie. Alors, comme il a donc besoin de temps, d'énergie pour travailler sur la stratégie, il a besoin d'avoir une équipe suffisamment opérationnelle, une équipe suffisamment autonome qui peut avancer pendant que lui, il résout les problèmes stratégiques qui représentent en fait l'avenir de l'équipe et l'avenir de l'entreprise. Vous voyez donc à quel point c'est important pour un manager de pouvoir accroître l'autonomie de son équipe. Et plus l'équipe va gagner en autonomie, plus le manager aura du temps pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir implémenter la stratégie qui est de son domaine. Now, after defining the word autonomy, I want to find out what does it mean for a team to be autonomous? A team is autonomous when the members are able to make decisions, to take initiatives, because they know their goals. Okay. They know what they're driving at. So it means that the prerequisite of autonomy is, first of all, the setting of goals, setting of clear goals. When team members know what goals they have to achieve, then they are able to take initiatives. They are able to work without necessarily referring to the manager for him to give instructions or for him to give further instructions. Because the manager is not like a school teacher or a primary school teacher who should always be there to repeat to employees, to repeat to his team members what they are to do. Once goals have been set and everybody knows what they are supposed to do, then they start now tapping into their skills, tapping into their mindset to work towards the achievement of those goals. And then the manager should show a lot of trust. Trust is the basic ingredient that should be deployed for the team to work hand in hand. And the more the manager trusts the team, the more the team is very likely to make decisions, to take initiatives, to innovate, and to become more competitive. Because when a team is not autonomous, it means that it heavily relies on the manager. And when a team heavily relies on the manager or heavily depends on the manager, it means the team cannot go forward without the manager approving a step or approving a decision. And such teams where the manager dictates or takes all the decision, collaborators tend to be stifled. Yeah, they cannot create, they cannot innovate, and then they just do the minimum service. Whereas with autonomous teams, where the manager delegates freely, because he knows his people, he knows who can do what, he knows people's personalities, and so he knows the dynamics of his team, and so he's able to work with the team without necessarily being too present. Because when you become too present, in your team, you start doing what we call micromanagement. That is, you become like a little dictator. You tell people what to do, when to do it, and how to do it. Then this is no longer management. Because with management, you have to behave trusting the people, trusting the intelligence,
trusting their wisdom, and trusting their ability to see things and to be able to move forward with the task. So there is a lot of work to be done by the manager on his mindset if he wants to achieve this goal of an autonomous team. Okay. Okay, now if it's more beneficial for a team to be autonomous, now my Yes. question is, what would cause or make some managers to prevent their team from becoming autonomous? Actually, the truth is, it is every manager's dream to have an autonomous team. Okay. It is their dream. But in practice, they have a lot of unconscious behaviors that impede this from happening. Let's take an example. Some managers are very insecure. No matter what you do, they are very insecure. And sometimes the insecurity stems from the fact that they're afraid that the team might overshadow them. Overshadowing, yeah. But actually, the manager is not supposed to be in competition with his team. So it is not the manager's role to compete with his team members. At no Exactly. point can this be tolerated. The manager is there because he has a vision. He shares the vision of the top management. Exactly. He knows the big picture. Exactly. He knows where he's Les driving objectifs. the team, the team to. The And objective, then yeah. now it is his job to see how he can support his team to achieve this goal. And trust is one factor. Delegating is another factor. Creating a positive environment within the team is another Factor. ingredient. So this insecurity, which might be unconscious, but which would eventually come out through some decisions, through some behaviors, should not happen. So such managers who feel insecure ought to work on their mindset, because this insecurity becomes a serious impediment to the team performance. Okay. So managers should work at the both conscious and unconscious level. And yeah. that's something that I normally do with teams during team building sessions and leadership programs. Okay. And when you are able to address this insecurity, then you can help the manager to move from the stage where he was unconsciously blocking autonomy to becoming a more free manager who now encourages autonomy through delegation, through creativity, through innovation, and through the acknowledgement of team members' work. You know, there's a behavior that most managers have in our environment, is that they don't acknowledge the contribution of team members. Instead, they take the credit as if they were the ones doing everything. Of course, everybody knows that a manager is there to supervise, a manager is there to support, a manager is there to implement things. But we all know that a manager cannot work alone. Yeah. So acknowledging team members' work, team members' contribution to the achievement of a goal, it's a very normal thing, and we should be encouraged. And the more a manager acknowledges the contribution of his team members, the more they will respect him, because he's honest, because he's proving his integrity beyond every doubt. And so this will definitely contribute. But when a manager fails every time to acknowledge the contribution of his team or the contribution of a of a team member, this will have a very negative impact, negative effect, and with time is going to kill that. Is going to kill that confidence. It's going to ruin the confidence that the team has in the manager. Monsieur, j'ai une question. Il y a des entreprises ici au Cameroun, bon, que je connais par exemple,
C'est-à-dire des entreprises où, moi je veux que vous me dites clairement vraiment si c'est une entreprise qui est performante. C'est-à-dire qu'une entreprise où il n'y a pas de véritables pauses, c'est-à-dire que ce soit pause déjeuner ou alors petit sieste à midi, ça n'existe pas. Une entreprise où, c'est-à-dire que tu vois de temps en temps, comme on dit souvent, des petits moments de loisirs, ça n'existe pas. Une entreprise où si un employé te dit qu'il a peut-être pris un petit bout de pain, c'est quand peut-être on l'a commissionné, il a profité, il y a un passant qui passe, il a acheté un truc, il a mis dans le ventre. Une entreprise où il n'y a pas de moment de convivialité, aucun moment de convivialité, c'est-à-dire avec le boss, que vous asseyez comme ça de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tu, dans une entreprise, c'est comme si c'était l'esclavage. C'est-à-dire que tu travailles, il y a un peu un petit temps d'arrêt, c'est comme de la manutention. Moi, la question que je pose ce matin, est-ce que c'est une entreprise comme ça se veut être performante? Bon, merci pour votre question, Calvino. Écoutez, la performance, c'est le résultat d'un processus savamment orchestré et savamment mené par des gens qui ont une vision. La performance n'arrive pas par hasard, comme certains veulent le faire croire. Alors, généralement, dans mes consultations, j'accompagne les managers à améliorer le climat social de leurs entreprises. Voilà. Et Dieu seul sait qu'au Cameroun et dans l'Afrique centrale, le climat social n'est pas souvent au rendez-vous dans plusieurs entreprises. Parce que justement, il y a des pratiques qui n'honorent pas l'être humain. Il y a des pratiques qui déshonorent, il y a des pratiques qui avilissent l'être humain. Et lorsque l'être humain n'est pas valorisé dans son environnement de travail, sa production est très limitée. Exact. Parce qu'il va juste faire le minimum syndical afin d'avoir son salaire, mais il ne va pas s'impliquer dans l'évolution de l'entreprise. Il ne va pas se projeter dans l'avenir de l'entreprise. Vous savez que l'entreprise, c'est hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire que le travail qu'on fait aujourd'hui ou la vision qu'on fait aujourd'hui doit s'inscrire dans une dynamique évolutive. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir créer des ponts entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on voudrait réaliser demain. Et l'être humain est dans la cheville ouvrière de ce processus et il est donc de bon ton de donner les meilleures conditions aux employés parce que ce sont ces employés-là qui nous permettent de réaliser nos objectifs de performance. Oui, exactement. La première chose. Et la deuxième chose, c'est que avec mon expérience de 25 ans de consultation, de coaching dans les entreprises, que ce soit au Cameroun ou en Afrique centrale, j'ai aussi constaté que certains managers pensent à tort que le fait de transformer des employés en esclaves n'est pas un problème. Du moment où, s'ils partent, il y aura une autre main-d'œuvre qui va arriver. Voilà. Mais sauf que... c'est carrément du chantage. Sauf que cette façon de fonctionner pose de nombreux problèmes. Exactement. Lorsque vous n'avez pas une main-d'œuvre ou bien des employés fidèles, vous voyez, vous allez tout le temps changer les employés, vous allez tout le temps recommencer. Parce que chaque fois que vous perdez un employé, en langage ressources humaines, on appelle ça, on dit un talent. Chaque fois que vous changez ou que vous perdez un talent, vous perdez une partie de votre investissement. Parce que le nouveau talent qui arrive, il a besoin de temps pour se familiariser avec son poste, se familiariser avec ses objectifs, se familiariser avec votre entreprise. Et dans ce temps-là, c'est de l'argent que vous perdez. Voilà. Exactement. Maintenant, si vous multipliez le nombre de talents que vous perdez par mois, par trimestre ou par an, vous aurez une idée de ce que vous perdez sur votre chiffre d'affaires et qui va dangereusement affecter l'avenir de votre entreprise. La pérennisation d'une entreprise passe par la fidélisation de ses talents. Les talents, c'est les ressources humaines. C'est les talents qui vont accumuler une certaine expérience, vont accumuler un savoir-faire
qui, à un moment donné, permettra à l'entreprise de pouvoir réaliser des performances époustouflantes. Prenez une équipe de football. J'aime bien prendre le sport pour illustrer. Prenez une équipe de football. Vous convenez avec moi qu'il est plus difficile, il est plus facile pour un entraîneur qui a une équipe sur 5 ans, de commencer à gagner des compétitions au bout de la 5e année, parce que l'équipe a été huilée, l'équipe a travaillé ensemble, les gars ont développé des réflexes, les gars ont développé une certaine appartenance, un certain sentiment d'appartenance à l'équipe. Il y a une alchimie et tout ça va donc conduire à des résultats pendant un certain moment. Or, une équipe par exemple qui n'arrive pas à garder ses joueurs pendant 6 mois et qui doit toujours changer tous les mois, ou tous les 2 mois, tous les 3 mois, vous convenez avec moi que l'entraîneur d'une telle équipe aura du mal à faire asseoir une stratégie. Il aura du mal à créer en son équipe ce sentiment d'appartenance qui fait que certaines équipes arrivent à se surpasser pendant des moments critiques, mais pendant des moments de crise. Donc c'est très important de pouvoir donner à vos ressources humaines un cadre de travail convivial qui leur permet de pouvoir déjà développer le sentiment d'appartenance, de pouvoir se sacrifier quand il le faut, sans se poser des questions. Et donc là maintenant, on passe donc maintenant du management au leadership, qui consiste maintenant à donner une vision et à faire en sorte que les gens puissent vous suivre, à faire en sorte que les gens puissent donner tout ce qu'ils ont pour que le rêve de l'entreprise, pour que la vision de l'entreprise se réalise. Et donc, c'est un travail que nous faisons avec les entreprises. Nous accompagnons les managers dans ce sens-là, que ce soit au top niveau, que ce soit au niveau du comité de direction, ou que ce soit au niveau des équipes, c'est-à-dire par exemple les départements ou bien les unités. Moi, je voulais juste savoir quels sont les bénéfices, les bienfaits justement de l'autonomie dans une équipe. D'accord. Alors, de manière triviale, je vais vous dire ceci. La première chose, c'est que le manager a une équipe sur laquelle il peut compter pendant sa présence comme pendant son absence. Parce que l'animation qu'il a mise en place lui permet de pouvoir, même de l'étranger, même à distance, de pouvoir superviser, de pouvoir avoir les feedbacks, de pouvoir tenir des réunions et de pouvoir encourager l'équipe. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en cas par exemple d'indisponibilité du manager, l'équipe autonome continue de fonctionner. Au point où parfois, les personnes externes à l'équipe peuvent ne même pas découvrir l'absence du manager ou l'absence du leader pendant un certain temps. Vous avez par exemple eu des managers qui, au cours de l'année, sont tombés malades et sont devenus indisponibles peut-être pendant de longs mois, mais l'équipe a continué à afficher les mêmes performances sans qu'on ne sache que le manager était absent. Donc, le manager peut donc travailler à distance avec son équipe, qui continue à avoir de grandes performances. Et puis, l'équipe autonome est une équipe qui a tendance à beaucoup innover. Parce que l'intelligence individuelle des collaborateurs est mise à profit. Parce que lorsque le collaborateur peut s'exprimer sans avoir peur qu'on le réprimande, alors il aura tendance à vouloir donner le meilleur. Et dans cette recherche-là, cette recherche du meilleur, le manager, le collaborateur finit par se surpasser et cela va se traduire par parfois l'innovation, parfois une grande compétitivité, parce que les collaborateurs sont vraiment impliqués dans la vie quotidienne de l'équipe et ne rêvent que de performance et font tout à leur niveau pour que l'équipe puisse monter et performer à des niveaux impressionnants.
Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer maintenant la peur de ces managers-là à rendre leur équipe autonome? Vous savez, il y a des personnalités différentes. Vous avez des managers qui sont sûrs d'eux, qui ont confiance en eux et qui font confiance en leur équipe. Vous avez des managers qui manquent cruellement de confiance en soi et qui ne travaillent même pas à cela. Et parfois, il y a des managers qui ont des tares, qui essayent de camoufler comme ils peuvent. Alors, ils vont donc adopter un système de management qui leur permet parfois de brimer les équipes, parfois d'être trop présent, de moins déléguer. Et très souvent, comme je le dis, ils le font inconsciemment. Et c'est pourquoi il est important pour les managers de se faire accompagner s'ils veulent briser certaines barrières, s'ils veulent briser les chaînes inconscientes qu'ils ont parfois autour d'eux et qui freinent la performance. Donc, il y a un niveau conscient où le manager a peur que son équipe lui fasse de l'ombre, ce qui n'a pas de sens, parce que le manager, justement, il est là pour ressortir le meilleur de ses collaborateurs. De ses collaborateurs, exactement. Il y a donc cette peur de se faire, qu'on lui fasse ombrage. Il y a des managers qui, parfois, inconsciemment, se mettent en compétition avec leur équipe ou avec les membres de leur équipe. Et comme ça, ils vont donc laisser leur ego leur dicter des conduites. C'est parfois des managers qui, pour un rien, vous réprimandent en public. Vous faites du bon travail, ils ne reconnaissent jamais. Ou alors, ils préfèrent vous féliciter dans son bureau, alors que normalement, les félicitations qui doivent motiver le collaborateur doivent se faire en public. Voilà. Parce que lorsque vous reconnaissez la contribution d'un collaborateur en public, vous le galvanisez et vous décuplez sa motivation. Et son rêve sera de devenir une petite star à vos yeux. Et également une star auprès de ses collaborateurs. Et ces collaborateurs-là qui vont assister à cette félicitation, qui vont assister à ces éloges-là, vont aussi chercher à avoir leur jour d'éloge. Voilà. Et voilà comment vous allez donc installer une certaine émulsion saine au sein de votre équipe. Et voilà comment votre équipe va grandir. Et c'est donc pourquoi il est important pour avoir une équipe hautement performante. C'est un travail qui doit être fait, c'est un travail scientifique avec des étapes. Et il faut se rapprocher des experts qui ont le savoir-faire, qui ont l'expérience nécessaire. Exactement. Il ne suffit pas de souhaiter d'avoir une équipe autonome pour l'avoir, mais il faut travailler. Et l'autonomie, comme je l'ai dit, c'est un ingrédient très important des équipes qui arrivent à performer à des niveaux très élevés. Mais monsieur Edet, ces managers-là qui fonctionnent, pardon, ces managers qui fonctionnent, comme vous avez dit, pour certains dans l'ignorance là, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été formés ou alors ils sont formés mais ils le font par méchanceté par exemple? Parce qu'il y a des managers par mauvaise foi. Par mauvaise foi, oui, merci mes gars. Parce qu'il y a des managers qui ils voient, voilà, quelqu'un qui travaille dans son entreprise, c'est peut-être un ingénieur, il sait bien qu'il peut l'envoyer une petite formation, une opportunité pour booster son niveau. Il refuse de le faire. Peut-être, je ne sais pas. Dans sa tête, c'est que cet employé va le dépasser aussi. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que certains ne sont pas bien formés ou par mauvaise foi? Bon, vous savez comme on dit, l'équipe est le reflet du niveau de leadership de son manager. C'est-à-dire que si votre manager a un niveau de leadership niveau 1, c'est-à-dire le basique, alors l'équipe aura tendance à avoir le niveau 1. Le niveau 1, tandis qu'une équipe qui a un manager de niveau 5 va également démontrer des aptitudes, un climat social de niveau 5. Donc,
lorsqu'on nomme un manager, il faut lui donner les clés. Et parmi les clés qu'on donne à un manager, vous avez la formation, vous avez l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement des managers n'est plus optionnel. Non, c'est devenu une obligation. Une équipe sérieuse qui veut des résultats, qui veut avoir des managers performants, afin d'avoir des équipes performantes, doit automatiquement investir dans l'accompagnement des managers. Lorsqu'un manager prend une équipe, il a ses connaissances, il a son expérience, mais il a besoin de se faire accompagner afin de gagner en compétences. C'est un processus très scientifique. Un manager peut être très bon, mais quand il fait 2 ans, 3 ans sans formation, sans accompagnement, alors, soyez-en sûrs, son rendement va baisser. Parce que tout au moins, il n'aura même pas l'esprit assez éveillé. Parce que souvent, l'accompagnement peut permettre au manager d'avoir des déclics, parfois de dépasser certaines barrières, parfois d'abolir certains préjugés qui le bloquent et qui l'empêchent de pouvoir avancer. Et donc, il est impératif pour les entreprises qui veulent avancer, qui veulent avoir des résultats de haute qualité, de pouvoir investir dans la formation des managers, tout au moins dans l'accompagnement des managers. Et lorsqu'on veut investir dans l'accompagnement des managers, il faut s'adresser aux bonnes personnes, il faut s'adresser aux bons experts. Parce qu'en même temps, vous avez des personnes qui n'ont pas le vécu nécessaire, qui n'ont pas les connaissances nécessaires et qui s'improvisent dans l'accompagnement. Et en général, les résultats ne suivent pas. Parce que lorsque l'accompagnement est bien fait, forcément, les résultats suivent. Et lorsqu'on va dans les entreprises, parfois, on a le bonheur de rencontrer des managers qui acceptent de se faire accompagner. On a des top managers qui acceptent de se faire accompagner. Et lorsqu'ils le font, les résultats suivent. Et en général, on a l'impression que c'est la magie. Non, ce n'est pas la magie. C'est un processus scientifique, c'est un processus qu'on a fait ailleurs et qu'on peut faire chez nous aussi. Et donc, c'est une culture qui doit rentrer dans les entreprises. L'accompagnement des managers, la formation des managers, l'équipement des managers, c'est super important. C'est des choses qui doivent rentrer dans notre quotidien afin que la performance puisse suivre. Voilà. Cathy, il y a quelqu'un au bout de la ligne? Non. Oh, okay. Francis, I want to find out the behavior of these managers who will do all they can in order to stop or prevent their team from being autonomous. What are their behavior? How do they behave? Yeah, typically they don't like dialogue, or they promote superficial dialogue. Okay. At least they don't have critical conversations with staff. You know, this is the part of management that people dread. Critical conversations, because that's when on one-to-one, you know, you are able to acknowledge the contribution of a team member. You're able to point at some of their weaknesses, and you're able to discuss a plan of action to help them improve or to help them to excel in what they do. So those managers tend to have those superficial dialogue. That is, they give the impression that they dialogue, but actually they don't dialogue, because they just want to have, you know, top-down conversation, top-down communication. They say things, but you don't have the right to think. They don't encourage you to brainstorm. They don't encourage you to think out of the box. Because when you think out of the box, you may become critical. You know, you may raise very relevant issues, and the manager, in the face of those issues, may feel like very insecure because they will not have the answers to your questions. But
we tell managers during our team building, during our workshop, that it's okay. It's okay for a manager not to have the answers. They say. A manager is not a semi-god. He's not a superhuman being. So it's okay for a manager not to have answers. When a manager doesn't have answers, then he can go up to his hierarchy to look for answers, or he can brainstorm with his team to have the answers. So nobody in our world today expects a manager to have all the answers, because managers are not semi-god. Managers are human beings who also have, who also fail sometimes, who also have shortcomings, who also have blind spots, you know. And so they need other people. They need the team, you know, to help them to overcome those blind spots and to be more objective. Alors, quelqu'un au bout de la ligne, bonjour, vous voulez intervenir, vous êtes en direct, monsieur, on vous appelle comment et vous appelez d'où? Bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, bonjour, ça va, c'est bon là-bas? C'est bon, allez-y maintenant. Bonjour, on vous appelle comment, vous appelez d'où? Ok, c'est monsieur Paulin Giscard Destin ou c'est ça? Paulin Giscard, voilà, nous vous écoutons. Vous appelez d'où? De Douala, Allez-y, Paulin. Oui. Ma préoccupation est la suivante. C'est une observation que j'ai faite. On n'entend rien. Bah, on va revenir sur Paulin dans un instant. J'espère que vous êtes... voilà, ça va revenir le temps de gérer la partie technique. Si c'est bon... Allez-y, dites alors. Bah, Vous m'écoutez bien maintenant? voilà, c'est bon, merci. Allez-y. Oui, je disais, ça c'est une observation que j'ai faite pour toutes les personnes qui sont c'est-à-dire des formateurs en management, on les appelle quoi, des encadreurs en management, et qui essayent de donner une perception globale de comment doit fonctionner l'entrepreneuriat au niveau du management. Bon, c'est que dans mes constats, il se trouve que ceux-là même parfois, au sein de leur environnement d'entrepreneuriat, n'incarnent pas le reflet de ce qu'ils essaient de déployer en théorie. Parce que c'est une observation que j'ai faite. Je connais plusieurs personnes qui sont des encadreurs, des gens qui essayent théoriquement d'expliquer comment il faut fonctionner, mais dans leur environnement propre, au niveau de leur vie d'entrepreneuriat, autant pour moi, ils n'incarnent pas cette image dont ils essayent de promouvoir en qualité et en capacitation de ce qui se doit d'être fait. Et je me pose donc la question, pourquoi est-ce que un bon enseignant, c'est-à-dire qu'un enseignant outillé peut avoir une classe où lui-même ses élèves n'ont pas l'incarnation de son image, de la réussite. Ok, Paulin, nous parlons... Voilà. Paulin, oui. Oui, j'écoute. Oui, on a pris en compte votre question. Bon, maintenant, je sais qu'on parle de comment accroître l'autonomie de son équipe en tant que manager d'une équipe pour la rendre plus performante. Oui. Oui, bon, l'autonomie, moi je veux un peu, si au niveau de l'autonomie par exemple, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent interférer la réussite dans l'autonomie. Un, les moyens qui sont premièrement la logistique, les ressources humaines et l'environnement. Quel que soit le niveau de performance de votre logistique ou de vos ressources humaines, l'environnement peut impacter. L'environnement, par exemple, c'est quoi? Je prends une structure qui est commerciale, qui fait un huile laitier, je dis n'importe quoi. Vous êtes dans une ville comme, je dis n'importe quoi, sans allez-y. l'environnement. Peut-être à, je sais pas, Ngolomendouga. Vous partez installer une usine de lait là-bas. Vous allez faire le plus beau lait du monde,
mais il ne sera pas écoulé dans le marché parce que l'environnement n'est pas propice à la consommation. Je pense qu'on doit tenir compte de tous ces éléments. Il y a aussi même l'environnement concurrentiel. Vous avez des bons managers, vous avez des bons éléments qui motivent la qualité de vos produits. Vous faites bien votre monitoring commercial, mais la concurrence déloyale, comme aujourd'hui on voit des produits avariés qui viennent concurrencer des bons produits, des produits contrefaits qui viennent concurrencer les bons produits. Votre autonomie qui va dans le besoin de votre réussite et de votre performance sera noyautée par tout ça. Ça ne dépendra pas de vous, ça ne dépendra pas du personnel que vous mettez autour de vous, mais ça dépendra d'un autre élément que vous ne pouvez pas facilement monopoliser, qui est l'environnement. Donc il faut beaucoup plus qu'on s'appuie sur ce côté. D'accord. Ok, merci d'avoir appelé. Francis, merci de répondre à sa préoccupation. Je pense que merci. Le contributeur qui vient d'appeler n'a peut-être pas saisi ce qu'on appelle autonomie. Il a parlé d'autre chose, il n'a pas parlé d'autonomie. Nous ici, ce matin, je parle de comment accroître l'autonomie de votre équipe. Je n'ai pas parlé de comment vendre les produits, comment les commercialiser, comment les transporter, comment les mettre sur le marché. Non, ça, ce n'est pas le sujet. On parle de l'autonomie de votre équipe, comment rendre une équipe autonome afin qu'elle puisse être plus performante. Voilà. Et dans sa première question, ou la première observation, il a fait une observation. Il est libre de penser ce qu'il veut penser, c'est légitime. Maintenant, est-ce qu'il faut donc rentrer dans les entreprises de tous les consultants, de tous les experts en management et en leadership, afin d'abord de scruter le fonctionnement de leurs entreprises pour après leur confier des marchés, pour après leur confier des contrats? Je ne sais pas. Lorsqu'on va à l'hôpital rencontrer un médecin parce qu'on est malade, on ne commence pas par demander au médecin si toute sa famille se porte bien. Voilà. Et après ça, monsieur, le mec a posé une question, il a répondu, il a donné les arguments de réponse. Est-ce que ça fait de lui un super manager? En tout cas, on revient. On va aller, il est 11h45, 46 minutes. On va écouter le Vox Pop, fait par monsieur Thierry On depuis Yaoundé. Ah là, c'est intéressant. Selon moi, pour rendre une équipe de travail performante, je vais juste mettre l'accent sur l'ardeur au travail, la diligence et le professionnalisme. Selon moi, pour rendre une équipe performante et autonome, je crois que d'abord, la ponctualité compte. Tout comme bon travailleur, on dit un adage qui dit qui se lève, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Un bon travailleur doit déjà être ponctuel. Un bon travailleur doit avoir aussi l'esprit d'équipe. Pour que nous atteignions un objectif de travail, il faut que celui qui dirige soit d'abord patient, indulgent, tolérant avec son équipe. Cependant, il faut aussi avoir le discernement parce qu'il y a certains employés qui sont de bonne foi, il y a d'autres qui sont aussi de mauvaise foi. Donc je crois que pour atteindre nos objectifs dans la société, il faut que toi qui es le patron, que tu aies d'abord le discernement, que tu amènes ton équipe à être d'abord ponctuelle dans le travail et que toi-même tu sois sur le terrain. Parce que tu ne dois pas seulement envoyer les gens d'aller travailler pendant que toi tu es au bureau. Il faut que toi-même tu sois sur le terrain pour voir ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ainsi donc tu sauras qui peut faire et qui ne peut pas faire. Pour un bon objectif, je crois que dans ma pensée, je crois que c'est dans cette lancée que nous devons nous mettre. S'il faut que nous ayons vraiment un bon résultat dans le travail, nous devons tous mettre la main dans la pâte. Et toi qui es le dirigeant, c'est à toi de vérifier, de contrôler. Si bien qu'une seule personne ne peut pas faire tout ce travail, tu dois aussi avoir des sous-dirigeants que tu places sur les postes. Et eux aussi te rapportent ce qui se passe dans l'entreprise ou bien dans la société. Ainsi donc, avec toutes les connaissances, on essaye de travailler et voir ceux qui peuvent avancer et ceux qui ne peuvent pas avancer. J'ai déjà été chef d'équipe. Ce que je donne comme conseil à mes employés, c'est de bien travailler.
rendre heureux le patron. Oui, ne soyons pas orgueilleux parce que nous avons assez d'argent dans l'entreprise. Si celui qui est ton supérieur te parle, il faut obéir. L'obéissance entre les frères et être en communion, être unis en travaillant à un même cœur. Oui. I know that I have to encourage them how to they should succeed in whatever they are doing. So I encourage them by paying their money, giving them money. Oui, le chef d'équipe devrait d'abord être donateur. C'est-à-dire, on est avec ce don. Quand on est chef d'équipe, ça veut dire que avec le talent de diriger, parce qu'on ne dirige pas pour diriger, on doit diriger d'un talent. Ce n'est même pas un diplôme qui fait diriger les autres. Alors, maintenant, pour diriger donc les autres, alors, il faut, n'est-ce pas, avoir déjà un langage approprié pour adoucir les mœurs. Maintenant, il faut avoir la vision. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la vision du travail. Alors, et vous devrez atteindre les objectifs. Maintenant, votre équipe qui vous accompagne doit être encadrée. L'équipe qui vous accompagne doit être encadrée. D'abord, sur le plan moral, sur le plan éthique, sur l'accompagnement, même au niveau du matériel. Le matériel, les finances doivent accompagner une équipe. L'argent, les équipements, la moralité, l'éthique et toute une protection. Et il faut veiller sur l'équipe. Et si le chef d'équipe n'a les yeux que sur l'argent qu'il gagne pour son ventre, ce n'est pas un chef. Bonjour à tous, j'aime bien le thème que vous proposez ce jour. Ma préoccupation est celle de savoir quel est votre avis sur le système des sous-traitances au Cameroun qui n'adopte pas la volonté de l'autonomisation du personnel et dont les grandes entreprises en profitent pour exercer les abus de tout genre sur le personnel mis à leur disposition. Où va le Cameroun avec ce système qui afficie la main d'œuvre? Appelez-moi quelqu'un de quelque part. Ah, c'est lui qui dit qu'on l'appelle quelqu'un de quelque part. Quelqu'un de quelque part parle ici de la sous-traitance du personnel. Je vais expliquer en quelques mots. C'est un arrangement qui consiste sur le plan professionnel, qui consiste pour un cabinet RH, donc de ressources humaines, à recruter des employés afin de les placer ou bien de les mettre à la disposition d'une autre entreprise. Ça veut dire que l'entreprise qui va employer ce personnel va reverser des salaires au cabinet RH. Le cabinet RH maintenant qui paye les employés. En d'autres termes, les employés ne sont pas directement employés par la structure dans laquelle elles vont travailler tous les matins. Bon, ça pose un problème, mais ce n'est pas le sujet de ce jour. Il y a des gens qui arrivent à travailler à travers la sous-traitance pendant plusieurs années et ne se plaignent pas. Il y en a qui trouvent que leur salaire est divisé en deux, ou alors ce qu'on prélève sur eux, c'est que le cabinet RH qui les place en entreprise prélève et est un peu trop élevé, et donc parfois vous avez ce genre de discordance. Mais je pense que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui et que peut-être qu'on pourrait en parler, mais s'il faut vraiment parler de cela de long en large, j'ai peur de n'avoir pas les compétences ni le vécu. Il faudrait peut-être s'adresser à un cabinet RH qui a l'habitude de faire du placement du personnel pour pouvoir en parler avec légitimité et autorité. Des exemples des managers justement qu'on n'a pas pu, voilà, des comportements des managers qui ont peur de l'autonomie. Oui, c'est des managers qui vivent dans une bulle, ils sont imbus d'eux,
ils pensent avoir la science infuse, et donc directement, il n'y a pas grand dialogue, ou alors il y a une communication superficielle. Comme je dis souvent, la communication superficielle consiste à donner l'impression qu'on communique, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que ce sont uniquement des instructions qui viennent du haut, et que l'équipe doit digérer sans avoir le droit de faire un feedback ou alors d'avoir une opinion contraire. Même lorsque les collaborateurs ont l'expertise nécessaire pour pouvoir remettre en question une décision du manager. Au bout de la ligne, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez? D'où? Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. J'avais une dernière question. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez? D'où? Allô? Allô? Monsieur, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez? D'où? Oui, je m'appelle monsieur Dile Ndongo, Patrick. D'accord, je vais laisser, permettez-moi, on a fait des commandes déjà. Merci. Ok, voilà, c'est fait. Voilà. Oui. Alors, vous appelez d'où? De Japoma. De Japoma. Nous vous écoutons, monsieur. Allez-y rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui, je voudrais donner une brève contribution. Vous avez toujours l'écho là-bas? Il parle encore. Je crois que je peux parler là maintenant. Allez-y. Ok. Je voulais donner une brève. Voilà, merci. J'ai vu votre geste. Parce que j'ai tout coupé là-bas sur l'écran. Voilà, je voulais dire, voilà, pour qu'une équipe soit autonome, c'est simple déjà. Il faut challenger les compétences. Et challenger les compétences, c'est éviter de mettre des conflits entre les membres de l'équipe, à mon avis. L'erreur que plusieurs managers commettent, c'est que plusieurs utilisent un peu du machiavélisme pour pouvoir dominer sur leur équipe. C'est-à-dire on utilise un membre du personnel pour faire des espions et remonter certaines informations, mais au lieu de gagner en confiance le personnel et essayer de primer la compétence au lieu de la relation qu'il a avec chaque membre du personnel en particulier. Pour moi, pour ma part, chacun peut s'équivaloir. Pour moi, c'est le principe du puzzle. Là où quelqu'un a un creux, un manquement, ça peut être le sommet de l'autre. Donc, on se complète et c'est pourquoi le manager doit pouvoir chercher qu'est-ce qui peut compléter chaque membre de son personnel par rapport à autrui. Ce qui se passe en ce moment dans ce type ce type de groupe, c'est que si le groupe a confiance d'abord en lui-même, c'est-à-dire si moi, le personnel X, j'ai confiance à celui qui a au personnel A ou B, au membre A et B, quand le patron ne sera pas là, le chef de l'équipe, je vais toujours avoir un échange facile avec eux et partager non seulement mes compétences, mes performances, et aussi gagner en connaissance d'eux. Et retenir une chose toujours, on apprend tous les jours. Ce qui tue les effectifs, c'est que on vient avec nos égos et nos grands diplômes et nos grandes connaissances ou nos grandes expériences et on estime qu'on n'a rien à apprendre d'autrui et c'est une erreur. Merci beaucoup. Merci de votre contribution, Francis. Très belle contribution, très belle contribution. Je suis vraiment reconnaissant pour cette contribution-là parce qu'il a soulevé des problèmes assez importants et que nous avons l'habitude de vivre en entreprise. Et la complémentarité a parfois fait peur à certains managers. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument tenir l'équipe, tenir les membres de l'équipe et parfois créer des situations conflictuelles afin que les employés ne puissent pas découvrir leur complémentarité. Parce que s'ils découvrent leur complémentarité, ils risquent, d'après ce qu'ils pensent, ils risquent d'être mis à l'écart. Donc, très belle contribution. Une bêtise, nous remercions beaucoup les contributeurs. Le contributeur, c'est M. Ndongo ou M. Bilé?
Oh, Paulin, j'étais en Paulin. D'accord, d'accord. Le monsieur de Japoma. De Japoma. Nous vous disons merci. Merci infiniment. Merci, je voulais dire professeur. Merci Francis, merci Cathy, merci. Thank you, Cathy, thank you, merci tonton Calvino thank et merci à tous les téléspectateurs de nous avoir regardés pendant ces moments et merci pour vos contributions. On se retrouve demain quand il sera 10h avec le pasteur. Cathy, aide-moi s'il te plaît. Le pasteur Messina. Pasteur Messina. Non, mais je n'ai plus votre âge. Mon cerveau, parfois, se rouille. Ça plante. Non, ma carte mémoire. Ma carte mémoire plante de temps en temps. C'est que tu as atteint un dépôt. Comme c'est un bango là, ça te dérange un peu. À demain. Ciao.